Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous présenter aujourd'hui un topo sur l'introduction au psychotraumatisme. Donc moi, je suis le docteur Isabelle, je suis psychiatre et je travaille actuellement à l'hôpital d'instruction des armées de l'Aveyron. Donc je vais vous présenter quelque chose de général sur le trouble de stress post-traumatique, illustré par des exemples militaires au vu de ma pratique clinique actuelle et de l'expertise du service de santé dans ce champ de recherche. Alors pour présenter le sommaire, on va d'abord redéfinir ce que c'est qu'un événement traumatique. Puis ensuite, qu'est-ce qui peut arriver quand il y a développement d'un état de stress aigu, puis d'un trouble de stress post-traumatique, et enfin, quelles sont les prises en charge actuellement disponibles. Donc on suit plutôt l'ordre chronologique que peut présenter une personne entre le moment où elle est exposée et la suite de sa vie où elle peut être touchée par le trouble de stress post-traumatique. Alors, pour introduire le sujet, il faut quand même savoir que la prévalence d'exposition à un événement traumatique en population générale, elle est à 70%. Donc ça veut dire que 7 personnes sur 10 au cours de leur vie entière seront confrontées à ce qu'on appelle une exposition. La prévalence du trouble de stress post-traumatique en population générale vie entière, elle est de 1,3 à 12% selon les études. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que l'exposition traumatique, elle est très fréquente. 70%, elle est presque même normale dans la vie d'un individu, si on peut le dire comme ça. En revanche, il ne faut pas faire d'amalgame entre exposition et troubles psychiatriques. Donc on voit quand même que le cerveau est une machine bien faite et que tous les gens exposés ne seront pas malades et n'auront pas de symptômes de troubles de stress post-traumatique. Donc en plus de la fréquence d'exposition qui fait que c'est un sujet important et intéressant, vous en doutez bien, c'est aussi un sujet extrêmement d'actualité, en sachant que le monde du psychotraumatisme en France s'est quand même beaucoup réorganisé en psychiatrie autour des attentats, donc à Paris, puis à Nice, et que ça a pas mal alerté l'opinion publique avec, là vous voyez, le procès des attentats du Bataclan en septembre 2021. Et donc c'est comme ça aussi que ce champ a émergé dans la culture populaire et dont on en a beaucoup entendu parler. Donc on va d'abord définir l'événement traumatique. Donc pour ça, je vous ai fait un cas clinique d'un patient que je suis pour essayer de rendre les choses un peu plus didactiques. Donc c'est un monsieur qu'on va appeler monsieur T, qui a 27 ans, qui comme antécédents médicaux a eu un syndrome des loges opéré sur un accident de ski, qui n'a pas d'allergie et comme profession, il est légionnaire depuis 7 ans. Son grade c'est capitaine et il est tireur d'élite. Alors je vous ai présenté cet exemple qui peut paraître anecdotique, mais parce que nous à l'hôpital de l'Aveyron, on suit que des militaires et principalement beaucoup de légionnaires, qui est une population particulièrement exposée aux événements traumatiques au vu de leur travail. Donc en fait, il est 7 ans de service, donc ça fait 7 ans qu'il est légionnaire. Il est déjà parti, nous on demande toujours à nos militaires, on cherche en fait les expositions. Donc on leur demande s'ils sont déjà partis en mission, parce que vous vous en doutez, quand on est en opération extérieure, donc sur un théâtre de guerre, on est particulièrement soumis à une prévalence d'exposition plus importante. Donc lui, il est déjà parti en Guyane, en mission de courte durée. Il a été 3 ans en Guyane, et après il a déjà fait une OPEX au Mali en 2014. Et là, c'était sa deuxième OPEX au Mali, à Ménaka. Donc quelle est son exposition traumatique à lui? Donc lui, en août 2019, il est au Mali, donc pendant sa mission. Et à 6h27 du matin, il y a une Chicom qui tombe à 80 mètres de lui sur le camp. Donc là, je sais pas si pour être voilà, une Chicom, c'est une roquette de calibre 207 mm. 80 mètres de lui, c'est très très proche, d'accord, pour un engin de cette taille-là. Et ce qui est déjà intéressant à remarquer là dans l'exposition, c'est que il n'est pas dans un affrontement avec un ennemi. Il est sur le camp à Ménaka. Donc là, ça fait partie des facteurs de mauvais pronostic de l'exposition, parce que son cerveau n'est pas du tout adapté à se dire je dois réagir. Il est en train de faire ça 6h27, il est en train de dormir en fait. Donc il n'est pas du tout préparé à être attaqué à ce moment-là. Donc là, il y a une blessure avec une perforation tympanique en raison du bruit. Il est ce qu'on appelle nous infirmisé sur le théâtre. Ça veut dire qu'il est déplacé au poste médical de Ménaka pour qu'on lui prodigue des soins en urgence. Cependant, à ce moment-là, il va plutôt bien, à part sa perforation tympanique pour laquelle il aura un traitement ORL par corticoïde, et il continue sa mission. Donc ça, c'est important pour nous aussi en recherche. Est-ce que vous avez été exposé? Est-ce que vous avez été infirmisé, donc pris en charge par une équipe médicale tout de suite?
Et est-ce que vous avez pu continuer votre mission? Parce qu'il y a des gens qu'on rapatrie sanitairement pour ça. Donc quand je lui demande, il y a eu une réaction immédiate. Donc lui, il décrit une stupeur, une angoisse intense, une dissociation péritraumatique. Et à ce moment-là, il n'y a pas de cauchemar et pas d'hypervigilance après. Donc comment on définit l'événement traumatique? Donc là, vous avez un exemple assez simple, je dirais, un patient militaire qui est sur un théâtre de guerre et qui reçoit un obus à 80 mètres de lui. C'est pas très difficile de dire que c'est une exposition traumatique. Il y a des cas qui sont plus compliqués. Donc le DSM, dans le DSM-5, il y a une nouvelle définition qui est l'exposition à la mort, à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles. Soit en étant directement exposé, soit en étant témoin direct. Donc si c'était son ami qui avait eu la chicome et qu'il était à côté, il aurait été aussi considéré comme exposé. Soit en apprenant qu'un tel événement traumatique s'est produit envers une personne chère, ou en étant exposé de manière répétée ou extrême à des détails horrifiants d'un événement. Donc là, c'est les deux nouvelles notions que le DSM-5 apporte, qui prêtent à discussion, en tout cas, entre les psychiatres. Le fait d'apprendre qu'un tel événement traumatique s'est produit envers une personne chère, ça a été développé surtout après le 11 septembre, là où beaucoup d'Américains ont vu à la télé l'attentat. Et du coup, il y a des gens qui ont développé des troubles de stress post-traumatique juste en regardant ces images-là, donc sans être directement exposés. Nous, dans le monde militaire, on ne retient pas que ça fait effraction traumatique. Mais, voilà. Et en étant exposé de manière répétée ou extrême à des détails horrifiants d'un événement, ça c'est surtout pour parler du trauma vicariant des soignants et pour introduire aussi le fait, c'est pour ça que je vous ai mis cette deuxième définition qui n'est pas consensuelle mais qui est retrouvée dans la littérature de Léonore Terre. Elle définit deux expositions traumatiques, celle comme ce militaire, un événement de courte durée inattendu, donc là ça va être l'obus, ça peut être l'attentat, ça peut être le tremblement de terre, mais elle introduit aussi les événements de type 2 qui sont des événements de durée prolongée où les traumatismes sont répétés comme des actes de malveillance intentionnelle. Donc ça c'est aussi parce que du coup le DSM évinçait l'idée d'une exposition traumatique sur de la violence sexuelle au sein d'un couple, sur des enfants maltraités par exemple. Donc, voilà. Donc la prévalence de l'exposition à l'exposition traumatique vie entière, je vous ai dit, c'était 70%. Et là, pour vous donner une idée, j'ai retrouvé dans un des articles de 2016 les types de traumas et leur prévalence. Donc c'est en population civile et pas, enfin, en population générale, pas qu'en population militaire. Donc vous voyez, il y a 62% qui vont apprendre un trauma chez un proche, il y a 60% qui vont être confrontés à la mort soudaine d'un proche et les agressions 37,7 et AVP, incendie, catastrophe naturelle 59,8. Donc voilà, quand on a repéré une exposition traumatique, qu'est-ce qui se passe en immédiat? Donc en immédiat, il faut quand même comprendre que le corps va mettre en place ce qu'on appelle un stress adapté et que le stress c'est une bonne chose. Il ne faut pas tout pathologiser et le stress il est fait pour, les Américains ils disent ça, pour s'enfuir ou se battre. Donc ça va être une augmentation des capacités de l'organisme au vu du danger potentiel pour pouvoir réagir. Donc là, on a une activation hypothalamo-sympathico-adrénergique. Pour faire simple, c'est les réactions qu'on va ressentir pareil dans une attaque de panique. Donc ça va être la mydriase, l'hypersudation, l'augmentation de la tension artérielle, l'augmentation de la fréquence cardiaque, la vasoconstriction, l'augmentation de la fréquence respiratoire. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer d'autre que nous, on recherche à l'interrogatoire ou alors que les équipes d'urgence médico-psychiatrique ont l'habitude de repérer sur le terrain quand ils interviennent en immédiat? C'est le stress dépassé. Donc là, ça serait de dire que cette réaction, elle est pathologique, que l'organisme est saturé par ce stress et qu'il n'arrive plus à répondre de manière organisée. Qu'on en a 4. Ça, c'est Louis Croc, un psychiatre militaire, qui définit ça dans son livre Les traumatismes psychiques. 4 grandes catégories. Donc, on aurait la sidération. Donc, la sidération, c'est le fait de ne plus bouger, de se figer, de ne plus pouvoir réagir ni rentrer en contact avec les autres. Il y a l'agitation. Donc là, ça va être des mouvements désorganisés qui ne sont pas du tout orientés vers un but. Il va y avoir la fuite panique, le fait de partir dans n'importe quel sens. Ça, c'est souvent pourvoyeur de suraccident, en fait. Ou c'est aussi l'image qu'on a des gens qui retournent dans le feu, alors qu'il y a le feu, parce qu'en fait, ils ont vraiment une réaction de stress dépassée. Ils ne réfléchissent pas de l'endroit où ils vont fuir. Ils justifient.
Et enfin, on a le comportement automatique qui est certainement le plus difficile à diagnostiquer. Ça va être quelqu'un qui va vous paraître tout à fait adapté, qui continue à faire ce qu'il a à faire ses tâches, mais en fait, il est plus du tout là, il est dissocié. Donc, il va faire ça sans réfléchir à ce qu'il fait. Donc, en fait, c'est assez dangereux parce qu'il n'est pas capable de faire face à l'inconnu, à une nouvelle information, parce qu'il agit comme un robot. Donc là-dessus, il y a deux exemples. Nous, dans mon militaire, on fait très attention. Ça va être par exemple l'arrivée d'un blessé grave, et là, le médecin ou l'infirmier qui va réagir comme un robot, mais qui en fait n'arrive plus à être présent dans la prise en charge tellement il est choqué par les blessures que peut présenter la victime. Ou alors, ça a été pas mal décrit au Bataclan, des personnes qui en fait sont sorties du Bataclan, ne sont pas allées consulter dans les cellules d'urgence médico-psychiatrique et en fait ont pris leur ticket de bus, sont montés dans le bus, sont allés chez eux et en fait ont pu rester 48 heures chez eux à se faire à manger, dormir, prendre leur douche mais de manière complètement dissociée. Et c'est au bout de 48 heures qu'ils sont allés consulter ou que leur famille a remarqué qu'ils n'étaient pas vraiment présents. Donc pour la prise en charge en aigu face à l'exposition traumatique, donc il y a deux choses dans le monde militaire. Voilà, on a les blessés qu'on catégorise en fonction de leur degré de sévérité, alpha, bravo, Charlie. Donc voilà, dès qu'il y a une exposition traumatique, il y a toujours un psychiatre dans chaque OPEX. Donc il y a un psychiatre qui peut être appelé pour aller voir les personnes impliquées. Dans le monde civil, il y a la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychiatrique, qui quand elle est déclenchée intervient avec le SAMU pour aller voir ce qui se passe, pour prendre en charge les blessés psychiques potentiels. Et le but, ça va être de repérer ceux qui sont en état de stress dépassé et surtout de faire de la prévention pour le trouble de stress post-traumatique et d'inciter les gens à reconsulter si dans quelques jours, quelques semaines, ils ne se sentent pas bien. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'est l'état de stress aigu, sa clinique et sa prise en charge. Donc du coup, je vous ai remis ce schéma que je trouve bien pour ne pas tout confondre. Donc là, on vient de parler de l'événement et des suites immédiates des 48 heures, avec ce que je vous ai dit du stress adapté et pas adapté. Et ensuite, là, pour notre état de stress aigu, on va être entre l'événement et 30 jours. D'accord? On ne parle pas d'état de stress post-traumatique avant 30 jours. C'est souvent retrouvé quelqu'un qui vient d'avoir un AVP qui est aux urgences, il n'est pas en trouble de stress post-traumatique, c'est pas possible. Il faut attendre 30 jours après l'événement pour le diagnostic. Donc là, on va parler plutôt d'état de stress aigu. L'état de stress aigu, ça va être la clinique que je vous ai montrée juste avant, adaptée ou dépassée, mais qui perdure dans le temps. Elle est adaptée quand elle dure moins de 48 heures. Si ça continue, ça va être de l'état de stress aigu. Pour rapidement, mais un message, c'est que si c'est possible, il vaut mieux éviter de prescrire des benzodiazépines à ce moment-là, parce qu'il y a pas mal d'études qui le montrent, c'est que les benzodiazépines, elles vont fixer le souvenir traumatique, elles vont empêcher le travail de consolidation de la mémoire, et donc du coup, c'est un facteur de mauvais pronostic par rapport au développement d'un trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'on fait de manière plus sûre? C'est donner un Atarax 25 mg à 3 comprimés par jour après un ECG normal, du Loxapax si besoin et du Terralen si insomnie. Ensuite, pour le trouble de stress post-traumatique maintenant. Donc là, je vous ai repris Monsieur T, notre légionnaire. Donc en octobre 2019, soit à M+3, 3 mois après sa mission, il remarque l'apparition de cauchemars et d'une hypervigilance, un vécu de honte et de culpabilité. Il n'a pas de recours aux soins à ce moment-là. En décembre 2019, apparaît un syndrome de répétition traumatique et un fléchissement thymique. Et en juin 2020, il y a des idées suicidaires scénarisées qui apparaissent. Et à ce moment-là, il appelle Écoute Défense. Écoute Défense, c'est un numéro qui a été mis en place par l'armée pour que tous les gens qui ont besoin puissent appeler. Et il y a un psychologue qui s'occupe de cette ligne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quelle est la clinique là du trouble de stress post-traumatique qui a été un petit peu décrite par Monsieur T? Pour faire simple, on va retrouver le syndrome de répétition traumatique. Donc là, c'est les souvenirs, les rêves, les réactions dissociatives. Donc il faut savoir, c'est ce qu'on appelle aussi les reviviscences. Le souvenir va être là en permanence et de façon non consciente, non voulue. Donc la question que vous pouvez poser aux gens, c'est est-ce qu'il y a des images qui vous reviennent de l'événement sans que vous y ayez pensé?
Voilà, c'est pas ah, j'ai vécu ça, je m'en rappelle. C'est je suis en train de faire la cuisine et tout à coup, l'image arrive de mon accident qui s'est déroulé il y a 6 mois. Il va y avoir ensuite un syndrome d'évitement. Ça, c'est vraiment décrit par ceux qui font de la TCC. C'est que le cerveau ne supportant plus d'être confronté en permanence à ce mauvais souvenir, il va éviter tout ce qui lui rappelle ce qui s'est passé. Donc là, vous allez avoir sur l'accident de voiture la personne qui va plus prendre sa voiture, ne va plus passer sur la route de l'accident, qui va arrêter de conduire, qui va même peut-être arrêter de prendre le bus. Il y a toutes ces stratégies d'adaptation là qui se mettent en place et qui vont renforcer le comportement en fait. Moins il va être confronté à ce qui lui rappelle, moins il va avoir de symptômes et du coup plus il va éviter. Ensuite, on a des altérations négatives de la cognition et de l'humeur. Donc là, vous voyez, Monsieur T, il a eu un fléchissement thymique. Donc dans quasiment plus de 50% des cas, on estime qu'il y a un épisode dépressif caractérisé associé au trouble de stress post-traumatique. Et dans les altérations négatives de la cognition, il va aussi y avoir beaucoup d'idées de culpabilité et de honte. Donc ce qui induit le fait que les gens consultent peu. Souvent, ils vont dire que c'est de ma faute, ce qui est arrivé, ou j'ai mérité ça. Donc ça, c'est vraiment des distorsions cognitives qu'il faut reprendre en thérapie. Et enfin, il y a une altération de l'éveil et de la réactivité. Donc ça, c'est vraiment un signe typique. L'hypervigilance, c'est demander aux gens, est-ce que si je claque la porte, vous allez sursauter? Est-ce que vous avez remarqué que dans le bus, vous mettez toujours à côté de la porte? Et les cauchemars. Donc là, c'est ce que je vous ai dit juste avant sur le modèle cognitif de Larry Clarks en 2000. Donc c'est qu'il y a une mauvaise information relative au trauma qui va faire qu'il y a une perception de danger permanent, donc des émotions négatives avec de la peur et de la tristesse, et du coup une utilisation de stratégies cognitives et comportementales d'évitement. Et un défaut d'encodage car il est imprévisible et incontrôlable. Et là, du coup, c'est un souvenir qui est mal encodé dans la mémoire autobiographique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, souvent, les personnes vont avoir une hypermnésie de certaines choses et une hypomnésie d'autres. Donc ça pose un vrai problème juridique parce qu'une personne victime d'agression sexuelle, par exemple, va très bien se rappeler d'une couleur, d'un détail de la scène, mais va avoir du mal à dire quand c'était, où c'était. Et donc, vous imaginez bien que pour les gardes à vue et pour les témoignages, c'est toujours un peu compliqué. Et parfois, la parole de la victime est décrédibilisée, mais en fait, c'est du symptôme. Et donc voilà, ça, ce modèle, il y a plusieurs modèles, il y a différents modèles cognitifs, psychanalytiques, etc. pour le trauma, il n'y en a pas du tout qu'un. Mais celui-ci, de Larry Clarks, est une des bases du traitement par TCC et de réexposition dont je vous parlerai plus tard. Donc ça, c'est si ça vous intéresse, pour le modèle neurocognitif. Il y a une vidéo très bien faite par les Lillois qu'ils appellent le syndrome de l'opossum pour expliquer qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurobiologique dans le cerveau au moment d'une exposition traumatique. Donc je vous ai dit la prévalence du trouble de stress post-traumatique en vie entière et en population générale, elle est de 1 à 12%, avec des très grandes différences en fonction des pays. Vous voyez, aux USA, elle est plutôt de 7%. En France, elle était déclarée, c'est l'étude de V20, elle date un peu maintenant, c'est en 2008, à 0,9%, en sachant que voilà, il y a des pays qui sous-déclarent, des pays qui font pas très bien leur relevé, et d'autres qui sont plus dangereux que d'autres. Donc aux USA, c'est principalement à cause des attaques d'armes à feu qu'il y a une surreprésentation par rapport à l'Europe. Le trouble de stress post-traumatique, il est rarement isolé. Donc il y a pas mal de comorbidités. Toutes les comorbidités psychiatriques peuvent se retrouver. Mais je vous ai mis les plus fréquentes à avoir en tête. C'est donc épisode dépressif caractérisé que je vous ai dit à 50%. Addiction de 34 à 50%. Donc ça, c'est très important. C'est même à rechercher dans l'autre sens. Nous, un militaire qui tout à coup se met à avoir une addiction sévère à l'alcool, ça doit nous faire penser que peut-être il y a un trouble de stress post-traumatique non diagnostiqué en dessous. Et un risque suicidaire qui est multiplié par 3,5, un risque relatif. Donc voilà, à prendre en charge de façon urgente et importante. Comment on évalue? Alors il y a beaucoup d'échelles, je vous en ai mis qu'une pour que ce soit plus simple. Mais nous, dans le service, en tout cas, on utilise la PCL5, qui est un auto-questionnaire, qui est disponible dans toutes les langues, qui a de bonnes caractéristiques psychométriques. Il se code de 0 à 80 et son seuil de dépistage, il est à 44. Donc on dit qu'à partir de 44, on peut diagnostiquer.
Il doit être fait après un mois, évidemment, parce qu'on a dit qu'avant, on ne pouvait pas faire ce diagnostic-là. Et il permet de suivre un peu l'évolution aussi, vu qu'il est quantitatif. Ça peut être intéressant. Moi, je le fais souvent en début de prise en charge et en fin de prise en charge pour que la personne puisse voir quelle sphère a réduit et qu'est-ce qui va mieux ou qu'est-ce qui va moins bien. En sachant que voilà, les symptômes sont classés au début, il y a le syndrome de répétition et à la fin, il y a plutôt l'épisode dépressif caractérisé. Donc, si la personne est très déprimée, elle va coter à la PCL5 comme dans beaucoup d'échelles. Concernant les traitements, donc la prise en charge, elle est double. Elle est médicamenteuse et psychothérapeutique. Donc au niveau des médicaments, on va privilégier les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Il y en a 2 qui ont l'AMM pour ça en France. Après, d'autres peuvent être utilisés hors AMM. La prazosin, c'est un antihypertenseur alpha-bloquant qui avait montré une bonne efficacité sur les cauchemars, mais il est régulièrement en rupture de stock, donc c'est plus anecdotique, on le prescrit de moins en moins. Les anxiolytiques et les bêta-bloquants, point d'interrogation, il y a des études contradictoires. Donc là, pareil, les anxiolytiques, on préfère éviter les benzos. Après, parfois, on est obligé et on ne peut pas faire autrement, mais si on peut mettre de la Tarax, on préfère. Et au niveau de la psychothérapie, donc là, pareil, beaucoup de thérapies ont publié là-dessus et il n'y a pas de supériorité de l'une par rapport à l'autre. Celles qui sont reconnues, il y a la TCC avec l'exposition, donc ça va être de réexposer la personne à son traumatisme pour après lui faire mieux intégrer ce souvenir-là. Il y a le MDR, bien sûr, dont vous avez sûrement entendu parler. Il y a l'hypnose. La thérapie chimio-facilitée, ça c'est le professeur Brunet au Canada qui a développé cette technique, justement pour réexposer la personne sous bêta-bloquant. Et enfin, il y a la NET, qui est une thérapie allemande narrative et d'exposition. Donc là, je vous ai mis les 2 traitements antidépresseurs qui ont l'AMM, la sertraline et la paroxétine. Donc voilà, avec les dosages pour ceux qui prescrivent. J'ai fait un petit focus sur le traitement des cauchemars traumatiques. Parce que c'est, voilà, vous voyez, il y a 70% de plaintes de cauchemars chez quelqu'un qui a un trouble de stress post-traumatique. Et il s'en plaint en moyenne 5 fois par semaine. Donc c'est vraiment énorme. Et on a prouvé que l'anomalie du sommeil était corrélée à la sévérité du trouble. Les gens sont très gênés par ces cauchemars parce que ça les empêche de dormir. Il va y avoir des conduites d'évitement qui vont se mettre en place aussi. Donc les gens ne vont plus aller se coucher pour pas dormir et pour pas avoir de cauchemars. Donc après, on rentre vraiment dans un cercle vicieux très important. Et donc là, voilà, la prazosin, alpha-bloquant dont je vous parlais, avec certaines contre-indications, il faut faire attention. Et ça agit sur les cauchemars traumatiques par hyperactivation du système nerveux autonome. Il n'y a pas d'AMM du tout pour ce traitement-là dans cette indication-là. Il y a des études qui montrent que ça marche. Et là, l'Alpress et le Minipress actuellement sont en rupture de stock, les deux, donc c'est un peu compliqué. Les anxiolytiques dont je vous parlais, donc pareil que pour l'état de stress aigu, toujours privilégié Atarax, Loxapac. Et puis si jamais on ne peut pas faire autrement, les benzodiazépines peuvent avoir leur place sur les tableaux très sévères, en sachant que voilà, je vous ai dit, benzodiazépines en aigu surtout pas. S'il y a un message à retenir, c'est ça. Pas de benzo en aigu parce qu'il faut laisser le cerveau faire son travail. Après 2-3 mois post-événement, s'il y a besoin de benzodiazépines, on peut les mettre. De toute façon, le souvenir est quoi qu'il arrive mal encodé. La psychothérapie par TCC, donc il va y avoir une hiérarchie des peurs qui va être faite pour lutter contre les conduites d'évitement, le récit traumatique auquel la personne va se réexposer, et bien sûr des techniques de relaxation qui sont toujours utiles et que le patient pourra aussi utiliser quand il n'est pas en séance avec son thérapeute. Et la NET, c'est une thérapie allemande qui a été développée par Nonner, Schauer et Albert, qui sont des psychologues à Constance en Allemagne. Et donc là, ils ont développé cette thérapie narrative et d'exposition de manière très simple, qui est brève, efficace, adaptée aux traumatismes complexes et adaptée aux enfants. Ils l'ont développée principalement pour les personnes réfugiées et demandeurs d'asile dans des conditions très précaires qui sont les camps de réfugiés, pour que les gens puissent essayer de diminuer leurs symptômes rapidement. Donc c'est vraiment une thérapie brève qui ne permet pas de guérir le trouble de stress post-traumatique, mais qui peut être une première accroche aux soins et qui se fait dans des conditions assez dégradées chez des gens qui n'auraient pas recours à un psychiatre de manière régulière, comme dans nos pays. Donc voilà, en conclusion,
je pense que ce qui est important de retenir, c'est surtout de dépister. Je pense que vous l'aurez compris avec cette présentation, j'espère, que le trouble de stress post-traumatique, je vous ai dit 2 à 12% de la population générale, c'est quand même un trouble fréquent qui est souvent sous-diagnostiqué par voilà, ce défaut de recours aux soins des gens. C'est des gens qui souvent n'ont jamais côtoyé la psychiatrie, qui ont parfois des images très négatives de la psychiatrie avec une grande stigmatisation. Donc voilà, il faut bien le dépister, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de comorbidités, donc aussi y penser quand on reçoit un patient pour autre chose. Et le dépistage, je pense, c'est très important. Finalement, quand ils arrivent voir leur psychiatre ou leur psychologue, il n'y a plus tellement de dépistage à faire, mais il est plus important à faire auprès des médecins somatiques, par exemple. Il y a des services qui sont particulièrement exposés, hein, la réanimation. Il y a beaucoup de syndrome de stress post-traumatique chez les patients qui reçoivent, en orthopédie sur les AVP, enfin, voilà, en gynécologie sur les accouchements, sur les complications de la grossesse. Donc voilà, c'est plutôt un travail en amont de nos collègues somaticiens pour savoir orienter vers la psychiatrie quand il faut. Le deuxième message, c'est pas de benzodiazépine en aiguë, là aussi. C'est plutôt les urgentistes qui reçoivent l'AVP qui vient d'arriver aux urgences. Donc, c'est plutôt eux qu'il faut former au fait de ne pas mettre du Xanax chez un patient qui arrive après son accident de voiture et qui est tendu. Et de traiter efficacement. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de se dire il a vécu quelque chose d'horrible, évidemment il ne va pas bien. Après un mois, ici, il y a des symptômes que je vous ai présentés. Ça nécessite un traitement, alors pas forcément un traitement médicamenteux de prime abord. La psychothérapie, elle peut suffire évidemment, mais voilà, ne pas hésiter et ne pas banaliser au motif que l'événement vécu a été horrible et que du coup c'est bien normal de ne pas aller bien.